Quelque part, en région parisienne. Un homme nous a donné rendez-vous dans ce quartier pavillonnaire. Il souhaite dissimuler son identité, car il s'apprête à s'introduire dans cette maison, sans passer par la porte d'entrée. L'homme est équipé d'un ordinateur et d'une petite antenne. Il s'agit d'un hacker, un génie de l'informatique. Avec cette antenne-là, on va pouvoir capter des réseaux Wi-Fi à très longue portée, grâce à sa puissance. On va avoir 100 mètres, 200 mètres de portée. C'est tellement puissant que normalement c'est interdit à l'utilisation en France. Comme des millions de Français, cette famille possède une connexion Internet. Et c'est précisément ce qui va permettre aux hackers cette effraction numérique. Ça va être la porte d'entrée. Bon, les portes d'entrée sont plus ou moins bien fermées. Voilà, donc là on est connecté au réseau Wi-Fi. Donc il a trouvé 18 machines connectées. Ces 18 machines, ce sont des ordinateurs, des téléphones portables, une tablette, une télévision, mais aussi des caméras de vidéosurveillance. Et ce sont justement ces caméras, souvent mal protégées, qui vont lui permettre de jeter un œil dans la maison. Et bingo, là on est chez eux. On voit donc le monsieur qui est en train de tapoter sur un ordinateur portable. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir ce qu'il est en train de faire sur cet ordinateur portable. Et c'est exactement ce qu'il va faire. L'homme peut espionner en direct toute l'activité Internet du propriétaire, sites visités, photos téléchargées, mais aussi les achats effectués. Alors, par exemple, là on voit qu'il a cherché des chaussures. Alors, vu la taille, c'est forcément pour enfants. Donc ça veut dire qu'il a des enfants, et puis ça, c'est pas des chaussures de filles. Donc il est un petit garçon. Petit à petit, le hacker réalise le portrait robot de la famille. Sur un autre ordinateur connecté, il découvre que quelqu'un est en train de consulter un site de recettes de cuisine. Il pourrait s'agir de la maman. Ça va commencer à être l'heure du dîner. Fromage parmesan sur salade. En quelques clics, le hacker s'est invité dans l'intimité de cette famille. À l'image, nous découvrons une femme et ses 2 enfants, un garçon et une fille. À distance, l'homme active le son grâce au micro d'un téléphone portable. Désormais, il entend tout. Ça va? Tu peux envoyer un texto à Clem là sur mon téléphone. Tu dis on peut partir? Les nouvelles technologies qui sont censées faciliter notre quotidien, ça rend notre vie privée quand même plus vulnérable, puisqu'un téléphone portable, ça a une caméra, ça a un micro, ça a un GPS. Donc c'est l'espion parfait en fait. Si ce père de famille avait quelque chose à se reprocher, cet espionnage pourrait être dramatique. On pourrait le faire chanter avec ces images-là, on pourrait écouter ou les conversations qu'il a avec sa femme, durant lesquelles il pourrait divulguer des détails importants, etc., etc. On a fait en 5 minutes ce qui prenait des mois ou des semaines de planification du temps de l'espionnage pendant la guerre froide. Pour cette intrusion dans la vie de cette maison, le hacker pourrait risquer jusqu'à 5 ans de prison. Mais c'est avec l'accord de la famille qu'il a mené cette expérience. Désormais, les murs de notre domicile ne protègent plus forcément notre intimité. La notion de vie privée est sur le point d'exploser. Un bébé qui naît aujourd'hui grandira sans la moindre idée de ce que vie privée peut bien vouloir dire. Edward Snowden est l'homme qui a révélé au monde entier le programme de surveillance de l'agence de sécurité américaine. Nos messages sont surveillés, nos conversations écoutées, nos téléphones espionnés. Notre droit au respect de la vie privée est bafoué tous les jours, et pas seulement par le gouvernement américain. Aujourd'hui, n'importe qui grâce à Internet peut écouter par exemple le smartphone de sa femme. C'est vrai que ça donne cette position de surpuissance puisqu'on est au-dessus de tout, puisqu'on arrive à avoir des informations que personne ne peut avoir. On peut rentrer dans ta vie, on peut rentrer dans ton intimité sans que ce soit toi qui le décide et tout saccager. Avec les nouvelles technologies, accéder à des informations confidentielles serait un jeu d'enfant. Sans le savoir, notre vie privée intéresse les cybercriminels du monde entier. Cachés derrière l'anonymat d'Internet, ils piratent nos boîtes mail, traquent nos mots de passe et volent nos coordonnées bancaires. En Roumanie, nous avons découvert un endroit que le FBI a rebaptisé Hackerville, la capitale mondiale des escroqueries du web. Pour ces pirates informatiques, nos données personnelles valent de l'or. Sur Internet, on peut faire beaucoup d'argent. Beaucoup plus qu'avec la violence traditionnelle. Mais la menace provient également de nous-mêmes. Google, Facebook, Twitter. Chaque jour,
Nous dévoilons notre quotidien sur ces réseaux sociaux. Certains y apparaissent même avant leur naissance. Un nouveau terrain de jeu pour les cybercriminels. Ils jonglent avec les identités et montent des arnaques à l'amour très rentables. Pour elle, c'est de l'amour, mais pour moi, c'est du business. La cybercriminalité fait 17 victimes par seconde dans le monde. Depuis le début de notre reportage, 5729 personnes se sont faites piéger. Des victimes comme Stéphane, démunies, sans solution pour s'en sortir. Ils en arrêtent un, derrière il y en a trois, ça ne pourra jamais s'arrêter. À l'ère du tout numérique et du téléphone portable, tout se dématérialise. Nos documents confidentiels, nos photos, nos messages, même nos cartes de crédit. Plus rien n'est réellement sécurisé. On peut récupérer le numéro de la carte, on peut récupérer la date d'expiration, on peut récupérer tous les achats qui ont été faits avec. Une fois envolés dans le nuage d'Internet, nos données personnelles nous échappent et peuvent réapparaître sur les écrans des voyous du web. Et les conséquences peuvent être dramatiques. Je ne pensais pas que ça toucherait autant ma vie réelle. Entre la France, la Roumanie et la Côte d'Ivoire, pendant un an, nous nous sommes immergés dans un monde sans frontières, où notre vie privée ne tient plus qu'à un fil. Notre enquête commence dans ses bureaux parisiens. Thomas Duvernois est rédacteur en chef d'un magazine de santé. Il vient de faire une découverte qui risque de faire beaucoup de bruit. Sur la page d'accueil d'un moteur de recherche, je tape comme n'importe qui peut le faire, le nom d'un médecin, en m'attendant à avoir ses coordonnées par exemple. Je clique sur un des résultats de recherche. Et là, déjà, je tombe sur quelque chose qui ne me regarde absolument pas. C'est-à-dire, je suis sur un scan de quelque chose. J'ai le nom d'une patiente, c'est un certificat médical. En fait, le journaliste vient de mettre la main sur un dossier beaucoup plus fourni. Visiblement, le contenu de l'ordinateur d'un médecin. J'ai accès à plusieurs centaines de comptes rendus, de lettres, d'examens, sans aucune difficulté, juste en utilisant un moteur de recherche. Ces documents sont censés être protégés par le secret médical. Et pourtant, ils sont accessibles à n'importe qui. Ils contiennent tous des informations intimes et confidentielles, des coordonnées personnelles, des numéros de téléphone. Les noms des patients sont associés à des maladies, parfois très graves. Ce patient, qui visiblement souffre d'un mélanome, j'ai le stade de sa tumeur et j'ai le résumé de toute sa pathologie. Il n'y a probablement aucune chance qu'il soit au courant que ce compte-rendu figure sur Internet et soit si facilement accessible. Pourtant, les conséquences pourraient être terribles pour ce patient. Je tape son prénom, son nom de famille. Et là, j'ai 1, 2 et en troisième résultat, j'ai la tumeur qu'on avait évoquée juste avant. Donc je sais, en tapant le nom du patient, qu'il souffre d'une tumeur. Imaginons quelques secondes ce qui pourrait se passer si c'était un banquier, un assureur, qui tombait sur ce type d'informations-là. Ces fuites sont loin d'être anecdotiques. Elles font régulièrement l'actualité. L'année dernière, des centaines de dossiers médicaux de la clinique de Troyes se sont retrouvés en ligne. Il y a quelques mois, c'était un hôpital de Saint-Malo qui laissait échapper des données. Mais comment des informations aussi confidentielles peuvent-elles se retrouver en libre accès sur Internet? Pour comprendre, nous avons recherché le responsable de la nouvelle fuite découverte par le journaliste. Il s'agit d'un médecin spécialiste dont nous préserverons l'anonymat. Nous lui rendons visite en caméra cachée. En faisant nos recherches, on est tombé sur des dossiers médicaux de beaucoup de vos patients. C'est un patient qui s'en est rendu compte parce qu'un chasseur de tête, visiblement, a dû faire une recherche sur le nom. Il y a un des résultats qui est sorti, ça a été effectivement un truc comme ça. Tout comme le journaliste pour son enquête, le chasseur de tête d'un patient a tapé le nom de son futur candidat pour obtenir des informations sur lui avant de l'embaucher. Une pratique illégale, mais pourtant très courante chez les employeurs. C'est bien tout le problème du médecin. Non, c'est une grosse boulette, ciblée. Il y a des boulettes qui sont physiques, on peut tuer quelqu'un si on se prend des diagnostics, et puis il y a des boulettes qui sont comme ça.
numérique. Et comment c'est possible? Il y a une partie des bases de données qui a été mise sur un serveur FTP propre ici au cabinet. Ils ne se baladent pas dans la nature, c'était ici au cabinet, protégé par un place. Et puis cet été, pour un gamin qui passait son concours de médecine, j'ai enlevé la protection et j'ai commencé à remettre quelques dames en place. Ce serveur FTP, c'est un disque dur utilisé par le médecin pour stocker tous ses documents concernant ses patients. Ce disque dur est relié à Internet. Les documents sont ainsi consultables depuis n'importe quel endroit, à condition d'avoir le mot de passe qui permet d'y accéder. Sans cette protection, tous les dossiers du médecin se sont dispersés sur la toile et sont devenus publics, accessibles à n'importe qui. Comme beaucoup de professions, les médecins ont dû s'adapter à l'ère du tout numérique. Aujourd'hui, 92% d'entre eux ont digitalisé leurs fichiers. Entre le manque de formation et la charge de travail, pas toujours facile de s'improviser informaticien. Tout ça, on a tout bidouillé là-dedans sans avoir obligatoirement conscience de toutes les règles de sécurité. On en prend conscience avec le temps, mais... Le médecin a enlevé les documents de son serveur et a préféré ne pas prévenir les patients. Car si l'un d'entre eux décide de porter plainte, il risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour révélation d'informations à caractère secret. Nous avons retrouvé un de ces patients. Il s'agit d'une jeune fille mentionnée dans ce courrier où de nombreux détails personnels sont renseignés. On y trouve son nom, son adresse, son âge et surtout un problème de santé embarrassant. Je t'adresse cette patiente pour une suspicion de gale. La jeune fille accepte de nous rencontrer accompagnée de sa maman. Non, on va laisser s'asseoir sur moi. Non, mais c'est ça, faut assumer. Il n'y a pas... La gale est une maladie de plus en plus fréquente qui touche toutes les classes sociales. Mais Élise l'avait gardée pour elle, par peur des jugements. Mais bon. C'est une maladie qu'on ne connaît pas et j'avais peur d'être jugée dessus parce que le nom fait peur. J'avais pas envie que tout le monde se fasse des a priori sur moi. Alors, apprendre que tout s'est retrouvé public, étalé sur Internet, cela l'a inquiété pour son image. Qu'il pourrait avoir une discrimination après par derrière, soit au sein d'un employeur. Je ne voudrais pas qu'on me juge par rapport à mes antécédents médicaux. Pour la maman d'Élise, cette révélation fait remonter de mauvais souvenirs. C'est du viol. Pour moi, c'est du viol d'intimité. Pareil qu'un cambriolage. Ça m'a fait remonter ce sentiment que j'avais eu quand j'étais rentrée chez moi et que j'avais vu ma maison dévastée. Voilà, ça m'a fait remonter ce petit pincement au cœur en me disant voilà, on peut rentrer dans ta vie, on peut rentrer dans ton intimité sans que ce soit toi qui le décide et tout saccager. Élise ne portera pas plainte contre son médecin, mais son histoire nous prouve qu'à l'ère du numérique, le secret médical est sérieusement menacé. Entre la vie privée et la vie publique, il n'y aurait donc qu'un clic. Et souvent, c'est nous-mêmes qui dévoilons notre intimité sur la toile. Apparus il y a 10 ans, les réseaux sociaux ont bouleversé nos comportements numériques. On compte près de 2 milliards d'inscrits dans le monde. Sur Facebook, 350 millions de photos sont ajoutées chaque jour et 4000 statuts sont partagés chaque seconde. Au fil de nos publications, nous nous sommes tous forgés un double numérique, une identité. En quelques clics, elle peut nous échapper et être utilisée contre nous. Les premiers utilisateurs de ces nouvelles méthodes de communication, ce sont les adolescents. France, Sarah, Fatou et Océane sont 4 amies de 14 ans, toutes en classe de 3e. Comme toutes les jeunes filles de leur âge, dès qu'elles sortent de cours, elles dégainent leur téléphone portable et ne peuvent pas s'empêcher de faire des commérages. La dernière fois, elle a pleuré parce qu'elle avait des petits seins et parce qu'elle avait pas ses règles. Oh, elle est mignonne. C'est plus Madrid. Les filles ne sont pas du genre tendre, mais ces moqueries ne devraient pas dépasser le petit cercle de copines. Sauf que depuis 2 ans, un site internet a donné une autre dimension aux querelles de cours de récré. Le réseau social Ask, où les ados se posent des questions entre eux. Après Facebook et Twitter, c'est le réseau social où ils passent le plus de temps. Ils sont plus d'1 million à y être inscrits. Genre les gens ils viennent, ils te posent des questions mais en anonyme.
Donc en fait, tu sais pas, par exemple, ils peuvent te dire ouais, pourquoi t'es une p***, et ben tu sauras pas à qui t'a posé la question parce que c'est en anonyme. Cachés derrière leur anonymat, les ados se lâchent, en public. Le site est un véritable défouloir, où tout le monde s'exhibe et s'insulte. Les propos sont parfois très violents, souvent à caractère sexuel. Et pourtant, Océane et ses amis ont l'air d'avoir l'habitude. C'était son mec. Là, je viens de recevoir une question Ask et c'est marqué « Faisons l'amour tout nu ». Donc je réponds même pas à ce genre de questions parce que c'est tellement débile et puéril. C'est pathétique les gens qui disent ça. Quand elles ne sont pas en cours, les filles passent leur temps sur Internet. Cet après-midi, les commérages continuent chez Sarah, sur Facebook cette fois. Bah là, par exemple, on voit tous ses seins. Ouais, on voit tous ses seins. Elle a la bouche en cul de poule. Je déteste les gens qui font que c'est fou, quoi. Les personnes aussi qui disent sur une photo « Où êtes-vous » Au paradis, entre terre et ciel avec mon chéri. Hein. Oh là là. Puis, soudain, les adolescentes lisent un commentaire qu'elles n'apprécient pas. Une fille de leur classe se permet de critiquer la taille du short d'Océane sur une photo. Sarah va immédiatement prendre la défense de sa copine. Et je vais la remettre à sa place. Tu t'es cru où là? Océane fait ce qu'elle veut avec son short. Point d'exclamation, fais pitié. Et fait en capitale. Et bientôt, c'est toute la bande qui s'y met. Chacune y va de son commentaire. Demain, elle va venir nous voir, elle va nous faire « Qu'est-ce qui vous est arrivé hier? Vous êtes acharné sur moi ?» Puis là, elle va partir en courant dans les toilettes, elle va pleurer. Après toute sa petite... Mais je les croyais pas comme ça. Mon pauvre chéri. L'attitude des filles est un révélateur du comportement des ados sur Internet. Sans aucun complexe, derrière leur écran, ils se déchirent et s'exposent, toujours dans l'excès. Régulièrement, un nouveau phénomène fait scandale, celui des daddy boobs, où les jeunes filles postent des dédicaces aux garçons qu'elles aiment sur leur sein. Ou encore, plus récemment, ce jeu où les adolescents se défient de boire un verre d'alcool cul sec et de poster la vidéo publiquement. Tout est permis sur les réseaux sociaux, car les parents y sont la plupart du temps absents. Chez Sarah, pourtant, Véronique, la maman, s'est inscrite sur Facebook pour pouvoir garder un œil sur sa fille. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le message que t'as mis là? Là? Oui. Bah c'est qui a cherché un peu. Non mais pourquoi tu parles comme ça? En plus, fais pitié à la fin en majuscule. Elle a cherché? Oui mais enfin, tu parles pas comme ça. Je parle tout le temps comme ça. Bah oui, mais dans ce cas-là, tu t'adresses à elle directement et verbalement. Tu l'écris pas là sur Facebook alors que tout le monde le voit. Non mais c'est bon, c'est pas très grave. Hein. Non mais avec toi, rien n'est grave. Pour mettre fin à la leçon de morale, Sarah a vite fait de retourner la situation. Tu m'espionnes. Non, c'est des pas cachotteries. Non, ce n'est pas espionner. C'est regarder ce que tu fais et simplement vérifier que tu ne fais pas n'importe quoi. Parce que parfois, vous ne vous rendez pas tout à fait compte, à votre âge, des conséquences de ce que vous faites. Véronique contrôle comme elle peut, mais elle a tout de même le sentiment d'être dépassée. Ce système d'amis, etc., vous n'avez pas le contrôle de tout. Et vous ne savez pas si, au bout, il n'y aura pas quelque chose qui va à un moment donné poser des problèmes. Et les problèmes, ça n'arrive pas qu'aux autres. Dans le sud de la France, nous avons rencontré Laetitia, une jeune fille de 20 ans. À cause d'Internet, elle a failli perdre la vie. Aujourd'hui, elle a totalement changé sa manière d'utiliser les réseaux sociaux. Je suis en train de re-regarder les photos que j'ai prises quand je suis partie en Finlande en vacances avec mon petit copain. Et il y a encore 1 an ou 2, je pense que j'aurais tout mis. Je me serais marquée sur toutes les photos, je les aurais partagées, j'aurais demandé aux gens de mettre j'aime. Et maintenant, j'ai plus trop envie que n'importe qui puisse trouver ces photos ou s'en servir contre moi. Si Laetitia fait autant attention à ce qu'elle poste, c'est qu'il y a 3 ans, elle a vécu l'enfer. Le cauchemar commence en terminale. Un garçon de son lycée décide de s'en prendre à elle. Caché derrière son écran d'ordinateur, il récupère des photos que Laetitia a postées sur Internet.
il crée plusieurs faux comptes à caractère pornographique avec le nom et le prénom de la jeune fille. Laetitia perd le contrôle de son image. Il suffit d'un message sur Internet pour que ça touche des milliers de personnes. Donc c'est sûr qu'une rumeur se répand beaucoup plus vite grâce à un seul message. En quelques clics, le cyberharceleur a réussi à salir la réputation de Laetitia et la faire passer, aux yeux de tous, pour une fille facile. Les gens, au fur et à mesure, commençaient à parler de vous en mal, commençaient à entendre que les rumeurs se colportent très très vite. Et quand vous passez à côté de quelqu'un et qu'il vous regarde de bas en haut, vous savez très bien ce qu'il pense. Donc oui, ça a été hyper difficile de voir le regard des gens changer. Mais le harcèlement ne se limitait pas qu'à la cour de récré. Il se poursuivait jusque dans sa chambre, un lieu censé la protéger des dangers extérieurs. Son agresseur virtuel ne lui laissait aucun moment de répit. Comme son numéro était régulièrement publié sur des sites de rencontres, Laetitia recevait sans cesse des appels d'inconnus. Je me sentais à la base en sécurité chez mes parents et au fur et à mesure, je commençais à être aussi malheureuse chez moi qu'au lycée parce que j'avais tout le temps peur. Il était tout le temps là, tout le temps. Laetitia change, se renferme sur elle-même. Un soir, elle reçoit le message de trop. Coucou, devine qui est de retour. Pour enfin échapper à son cyberharceleur, elle tente alors de se suicider. Enfin, je prenais des poignées de cachet en fait et j'essayais de finir la bouteille de vin le plus vite possible. Comme ça, je me disais que ça allait enfin être tranquille. Je pensais que j'allais m'endormir et que je me réveillerais pas encore avec tout ce stress et surtout le mal-être, quoi, parce qu'on finit par se sentir vraiment seul. Et on va dire que j'ai eu de la chance, c'est qu'en retournant dans ma chambre, en fait, je suis retournée voir mon portable et j'avais reçu un message de ma mère, je crois. Et du coup, j'ai eu le déclic que j'étais en train de faire une connerie. Et j'ai appelé les pompiers et après, ils sont venus me chercher et voilà. Laetitia s'en est sortie, mais ce n'est pas le cas de toutes les victimes de cyberharcèlement. En septembre 2012, Amanda Todd, une Canadienne de 15 ans, poste cet appel au secours. Lynchée sur le net, la jeune fille ne réussit plus à faire face aux moqueries. Un mois après cette vidéo, elle mettra fin à ses jours. Depuis, le net continue de tuer. En France et à l'étranger, les cas de suicide se multiplient. Philippe, le papa de Laetitia, pensait ne jamais être concerné par ces dérives. Il n'avait pas conscience qu'un simple ordinateur pourrait faire autant de mal à sa fille. Dans le cas de ce qu'on a subi nous, non, on ne peut pas le prévoir. Personne ne peut le prévoir. Parce que ça peut vous arriver à vous. Ça peut arriver à tout le monde. Une simple querelle de voisinage, ou de famille, ou d'autres, ou de même d'anciens petits copains. Vous, votre petit copain se sépare, il peut vous faire exactement ce qui est arrivé à ma fille. Et vous pourrir jusqu'au bout. En novembre dernier, le harceleur de Laetitia a été condamné à 8 mois de prison et 5 000 € de dommages et intérêts. Le garçon a fait appel. Pour Philippe, aucune peine ne sera suffisante, car dans cette histoire, il a failli perdre sa fille. Elle a craqué. Et si elle n'avait pas été sauvée, on fait quoi? Si ma fille était morte, il n'y aurait pas eu qu'elle. Mais comment protéger nos adolescents des dangers du web? En Vendée, un père de famille a trouvé une solution radicale. Papa, oui, chérie. je connais avec les garçons. Oui, vous allez où? Au centre-ville. Pas de souci. T'as ton téléphone? Oui, je l'ai. Oui, on l'a. Il est chargé? Oui, t'as pris le tien aussi, toi? Oui. Montre-moi, montre-moi. À chaque fois que ses enfants quittent la maison, Christophe s'assure qu'ils aient bien leur téléphone avec eux. Allez, à tout à l'heure. Hein. À 13 ans, Océane est comme tous les ados de son âge. Elle reste accrochée à son téléphone et passe son temps à se photographier. Mais avant de poster quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, elle a une procédure à respecter. Oui, j'ai pris une photo avec Jade. Est-ce que je peux la mettre sur Facebook? Tu me l'envoies d'abord, je vérifie la photo, puis je te dis si c'est bon. Ok. Allez, bisous. La photo est plutôt anodine.
Et pourtant, un détail ne va pas plaire à Christophe. Sa fille a le ventre à l'air. Non, tu me mets pas celle-là. Hein. Ok. On voit ton ventre et tout, je veux pas que tu me la mettes. Tant pis. T'en mets une autre, tu en fais une autre, je m'en fous, mais celle-là, tu la mets pas. Ok, j'en fais une autre. Demander l'avis de son papa avant de poster quoi que ce soit, une obligation dont se passerait bien Océane. Bah, quelquefois, j'ai envie de mettre les photos que je veux, mais en même temps, je comprends papa parce que je trouve pas... Bah, je trouve pas ça normal de mettre des photos de soi. Il y a des gens qui peuvent mettre des commentaires pas très sympas ou voilà. Christophe contrôle les moindres faits et gestes de ses enfants sur Internet. Mais il ne s'arrête pas là. Il les surveille à distance, 24 heures sur 24, grâce à une application qu'il a installée dans leur téléphone. Donc nous, on est là. Yep. Et eux, ils sont... Là, vous êtes rassurés, ils sont au bon endroit. Voilà, ils sont au bon endroit, bien au centre-ville. Je suis rassuré, ils sont dans les magasins qu'il faut, donc tout va bien. Ce système de surveillance, Stéphanie, la maman, l'accepte, mais c'est Christophe qui gère. Bonjour. Coucou, ça va les monstres? Oui. Alors, vous êtes allés vous balader? Oui, t'as dit voir où on a été avec le logiciel. Oui, j'ai vu que vous étiez pas loin d'une boulangerie. C'est ça? Oui, on a été à la boulangerie acheter des gâteaux et des bonbons et jouer au parc. Oui, j'ai tout vu. Christophe est informaticien. Pour lui, tous les moyens technologiques sont bons pour surveiller ses enfants. Il a truffé la maison de caméras qu'il peut visionner à distance sur son smartphone. Et il a mis des mouchards partout, dans les téléphones, les tablettes et les ordinateurs. Alors qu'Océane est seule dans sa chambre, son père voit en temps réel ce qu'elle fait derrière son écran. J'ai un logiciel qui me permet de prendre la main à distance. Donc là, je vois qu'elle discute avec plusieurs amis, hein, d'accord? Donc, dont son parrain, etc. Là, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de problème, mais je peux contrôler ça à distance là-dessus. Sur l'écran, ce n'est pas Christophe qui écrit, mais c'est sa fille, installée à l'autre bout de la maison. En direct, il voit tout ce que fait Océane, lorsqu'elle fait défiler les pages, publie un message ou commente une photo. Christophe a les yeux partout, quitte à s'immiscer dans l'intimité de ses enfants. Donc il y a un petit autre logiciel et qui là me permet en fait de voir le carnet de contact de ma fille, ses numéros de téléphone appelés, là où elle se trouve, ses messages, c'est Yahoo, c'est WhatsApp, c'est Viber, c'est Hangouts. Tout ça, ça me permet de voir exactement ce qu'elle a fait et donc au jour le jour. D'accord. D'accord. Par exemple, aujourd'hui. Donc par exemple, aujourd'hui, je peux cliquer dessus, j'ai la vision et je peux voir qu'elle a appelé les numéros de téléphone suivants. Aujourd'hui. Sur son mobile, le père a accès à l'intégralité du téléphone de sa fille. Il peut ainsi lire absolument tous ses messages. Et il n'a pas eu besoin de demander l'autorisation de ses enfants. Cette surveillance est légale sur les mineurs et pas très chère. Toutes les applications installées sont gratuites, sauf celle du téléphone, qui coûte 45 €. Non, non, c'est juste, je pense, de la paranoïa aiguë depuis tout le temps. Et je l'ai su tout de suite que quand j'aurai des enfants, je serai ultra protecteur et c'est comme ça et c'est tout, je le savais. Voilà. Et aujourd'hui, les outils me permettent de l'être à ma convenance. Pour Christophe, protéger ses enfants des dangers d'Internet, cela passe par quelques sacrifices sur leur vie privée. Mais les adolescents ne sont pas les seuls à être vulnérables sur les réseaux sociaux. Dans un petit village sur les hauteurs de Montpellier, nous avons rencontré un homme qui paie encore les conséquences d'une mauvaise rencontre sur Internet. Stéphane a 36 ans. Il est célibataire depuis 2 ans, suite à un divorce avec la mère de ses 2 enfants. Après cette déception sentimentale, il décide de chercher l'amour sur Internet. Il s'inscrit sur l'un des sites de rencontres les plus fréquentés. Ici, il a l'embarras du choix. 205 millions de célibataires sont inscrits. Hommes ou femmes, de tous âges et du monde entier, disent tous vouloir trouver l'amour. Très rapidement, Stéphane fait la connaissance d'une jeune fille qui va bouleverser sa vie. Elle s'appelait Marika, elle avait 30 ans, elle était de Russie. C'était la femme qui est inaccessible ici, quoi.
Donc on se donne au jeu. À peine guéri d'une peine de cœur, Stéphane est prêt à croire à tout. Au bout de quelques jours, il franchit une étape et devient ami avec Marika sur le réseau social Facebook. Comme tout le monde, sur son compte, Stéphane dévoile sa vie privée et publie de nombreuses photos de lui, de ses enfants et de ses voyages. Toutes ces informations ne sont accessibles qu'aux personnes qui l'acceptent en ami. En ouvrant son espace personnel à Marika, il lui donne accès à son intimité. Pendant 2 mois, Stéphane se dévoile chaque jour un peu plus. Les 2 tourtereaux virtuels finissent par dialoguer par webcam. Ça a été la première vidéo que j'ai reçue. La toute première vidéo. La jeune femme est très séduisante et souriante. Elle est toujours en compagnie de son chien, avec qui elle se montre très affectueuse. Et comme si ça ne suffisait pas, parfois Marika porte des tenues légères, laissant apercevoir un décolleté plutôt avantageux. Ces vidéos, ce sont des armes de séduction très efficaces. Stéphane tombe amoureux. Puis on est un peu aveugle. Au début, quand on se met sur Internet, moi j'étais un peu novice là-dedans. Donc vous voyez ça tomber, vous dites c'est le cadeau qui tombe du ciel, quoi. Rapidement, le couple envisage de se rencontrer. Stéphane organise alors un week-end à Paris, dans un parc d'attractions, pour un montant de presque 1 000 €. Mais ce séjour n'aura jamais lieu. Je monte à Paris pour aller à l'aéroport, la chercher. Et le matin, je reçois un message en disant qu'elle n'a pas pu monter dans l'avion parce que la douane l'a arrêtée. Elle a voulu sortir du territoire avec des bijoux de famille. Et apparemment, en Russie, c'était interdit. Et je reçois carrément un papier de la douane. Soi-disant, elle était en cellule et il fallait qu'elle paye si elle voulait ressortir de là, quoi. Dans l'affolement, vous trouvez vite un Western Union, vous faites un virement. Ce jour-là, Stéphane envoie près de 2 000 €. Plus tard, Marika trouvera un autre prétexte pour réclamer de l'argent, 3 350 € cette fois. Au total, Stéphane dépense plus de 8 000 € pour cette femme virtuelle. Amoureux, il ne se doute de rien. Et puis un jour, c'est la douche froide. Stéphane tombe sur un site internet qui explique le principe des arnaques à l'amour. Des escrocs s'approprient les photos de jeunes femmes séduisantes et en profitent pour extorquer de l'argent. Parmi les exemples, le célibataire reconnaît sa petite amie qui a en réalité plusieurs identités, toutes fausses. Et là, vous tombez des nues. Quand vous tombez sur la page avec les photos, des documents, enfin tout, quoi. On se dit qu'on est le roi des cons, quoi. De se faire avoir si bêtement. Stéphane encaisse le choc, seul, sans en parler à personne. Par honte, il n'ose même pas porter plainte. Il efface tous les messages et veut tourner la page. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Quelques mois plus tard, il est contacté par une association. Elles sont nombreuses sur la toile. Elles essaient de repérer les arnaques pour prévenir les victimes. Des photos de Stéphane et de ses 2 enfants circulent sur les réseaux sociaux. Là, c'était pendant l'été, avec ma fille, à une fête foraine. À la terrasse de café, avec mon fils. Là, à la maison, ici. Ces photos personnelles sont utilisées pour créer des faux profils. Stéphane réalise alors l'étendue de la supercherie. Les escrocs, qui se cachaient derrière Marika, ont profité d'avoir accès à son compte Facebook pour lui voler ses photos. Il est désormais un nouvel appât masculin, utilisé pour piéger des femmes célibataires. Là, il a étudié à l'Université de Montréal, il habite à Nice. Il y a plusieurs identités, plusieurs villes. J'habite dans tous les coins de la planète. Au fil des mois, les faux profils se multiplient. Stéphane et Mario, vivant à Neuchâtel en Suisse, mais aussi François Dugarry, exploitant forestier à Montréal, ou encore Jean-Marc Nounours, habitant à Milan.
Très vite, les faux Stéphane inondent la toile. La situation devient hors de contrôle et prend des proportions gigantesques. En 1 an et demi, Stéphane détecte pas moins de 4500 faux profils. Pour les repérer, il clique sur cette petite icône d'un moteur de recherche et glisse sa photo. La page de résultats affiche alors la liste des sites internet qu'il utilise. Voilà. Un faux profil moi, avec mes enfants dans le jacuzzi. On voit qu'il est récent, hein, puisque vous voyez, il n'y a que 3 photos dessus, il n'y a aucun ami encore. Hop là, je mets signaler. Envoyer un rapport, signaler que le compte d'Alexandre. Ce journal se fait passer pour moi ou quelqu'un que je connais, donc je mets se fait passer pour moi. C'est suivant la réaction du site. Il y a des jours, ça va être le lendemain, il y a d'autres jours, je vais attendre 3 jours. Et il y en a, ça fait 3 semaines qu'ils y sont, on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas supprimés. Stéphane signale 10 à 30 faux profils par jour, mais impossible pour lui de savoir le nombre de victimes escroquées par ces usurpateurs. Pour que cela s'arrête définitivement, il faudrait retrouver les escrocs qui créent ces faux profils. Mais ils sont très loin, en Afrique de l'Ouest. C'est à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, que nous avons retrouvé la trace de ces escrocs du net. Comment tu vas, mon cœur? L'un d'entre eux s'appelle Firmin. Il n'a que 23 ans, et pourtant il échange des mots doux avec une Française de 50 ans. Je suis là, avec toi. La femme avec laquelle il discute sur Internet s'appelle Monique. Depuis 3 mois, elle passerait plusieurs heures par jour à échanger avec Firmin, enfin Franck, l'homme dont il a usurpé l'identité. Comme Stéphane, la victime française, Franck présente bien, son profil est plutôt rassurant. Il a les yeux bleus et les blanches, elles aiment beaucoup les hommes qui ont les yeux bleus et tout. Et donc, il a les photos, il a les bijoux. À le voir, une femme dirait que c'est quelqu'un qui a de l'argent et donc plus facilement lui faire confiance et tout ça. Donc, Confiante, Monique a livré toute sa vie privée à Firmin. Il sait qu'elle vit dans le sud de la France, qu'elle est mariée et mère de plusieurs enfants. Il connaît même ses secrets les plus intimes. c'est une dame qui s'est mariée depuis l'âge de 18 ans. Elle a eu 5 enfants avec son mari. Et depuis, cela fait 17 ans maintenant qu'on n'a pas encore eu de rapport avec ce dernier. Comme Stéphane à l'époque, Monique traverserait un désert affectif, la victime idéale. Alors Firmin en profite et lui offre l'illusion d'une tendresse. Petite coquine, elle vient de me lancer un message. Ok, tu me manques aussi trop, c'est dingue ça. Comment on peut souffrir, c'est infernal. Ce manque, je ne gère plus, tu es là ou pas? Oui. Au vu de leurs échanges, Monique serait tombée follement amoureuse du faux Franck. Firmin, c'est une sorte de manipulateur, bourreau des cœurs. De nature, je suis quelqu'un de très sentimental, j'ai beaucoup d'affection, donc je pense que ça joue aussi dans le travail aussi, ça m'aide aussi. Pour elle, c'est de l'amour, mais pour moi, c'est du business. Firmin affirme avoir reçu de Monique la coquette somme de 7 000 €. En fait, Monique pense que Franck, son amant virtuel, est bloqué sans argent depuis 2 mois en Côte d'Ivoire. Elle serait prête à tout pour lui venir en aide. Alors Firmin invente chaque semaine une nouvelle excuse. J'ai besoin de 500 €. Nous sommes actuellement à 7 000 €. On pourrait aller jusqu'à peut-être à 17 000 ou à 20 000. Voilà, donc on est toujours en train d'échanger. Cela fait 2 ans qu'il réalise ses arnaques à l'amour à temps plein. Avec l'argent de ses victimes, il s'est offert une certaine indépendance, en louant ce studio et en s'achetant quelques équipements. Bon, j'ai acheté la télévision qui coûte 200 et quelques mille. Une télévision écran plat à 300 €. Cela ne paraît pas extraordinaire, mais c'est tout de même 3 fois le salaire moyen en Côte d'Ivoire. Firmin s'est offert également une console de jeu, 2 ordinateurs et même cette voiture de sport allemande, revendue depuis.
En quelques années, la Côte d'Ivoire serait devenue la patrie de ces arnaques à l'amour. Ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest est francophone et n'a qu'une heure de décalage horaire avec la France. Un terrain de jeu idéal pour ces escrocs. Comme Firmin, la plupart d'entre eux ont une vingtaine d'années et sont au chômage. Ils passent le plus clair de leur temps dans les cybercafés de la ville. Sur la toile, beaucoup flambent et affichent leurs trophées, des liasses de billets. En Côte d'Ivoire, on les surnomme des brouteurs. Le phénomène est tellement important qu'une série diffusée à la télévision leur est même consacrée. Elle s'appelle brouteur.com. Au début de chaque épisode, la chaîne rappelle que la cybercriminalité est un délit. Mais paradoxalement, dans cette série, les deux héros sont des escrocs. Ils font fortune en soutirant de l'argent sur le net. Les Français, comme cette souriante quinquagénaire, sont clairement ciblés. Elle, c'est Elisabeth Duchamp. Alors là, c'est mon profil préféré. Française, banquière à la retraite, 66 ans, et figure-toi qu'elle est veuve. Cette série fait l'éloge de l'argent facile. Les héros sont tout juste freinés par une police corrompue, qui elle-même veut sa part du gâteau. Nous retrouvons Firmin. Cela fait plusieurs jours que Monique ne lui a pas envoyé d'argent. Comme la plupart des escrocs à l'amour, il exerce sur elle une pression psychologique très forte. Il l'appelle sur son portable tous les jours. Oui. Allô bébé? Oui, ça va? Comment tu vas mon cœur? Oui, ça va et toi? Je suis un peu fatiguée, mais ça va. De l'autre côté du fil, on découvre une femme qui semble totalement sous l'emprise de Firmin. Je t'aime, tu sais. Tu me promets? Oui, je te promets, je serai avec toi. Il n'essaie même pas de gommer son accent. Je t'aime, mon cœur. Moi aussi, je t'aime, tu sais. J'ai tellement envie d'être avec toi. T'inquiète pas. J'ai besoin de toi. Oui, moi aussi, j'ai besoin de toi. Et tu sais, je galère ici. C'est pas facile pour moi. Très vite, Firmin lui reproche de ne pas suffisamment l'aider. Quand je te demande un service, vraiment, j'aimerais que tu m'aides, quoi, parce que c'est parfois décevant de ne pas avoir d'aide des personnes qu'on aime. Tu comprends? Oui, je comprends. Fais-moi confiance et franchement, je veux plus que tu doutes de moi. Ouais. Je veux plus que tu doutes de moi. Oui, j'ai compris. Comment? Je suis là. Oui, ça. Durant notre tournage, Monique ne lui a pas envoyé d'argent, mais Firmin a accepté de nous montrer comment cela se passe. Les 7 000 €, Monique les aurait envoyés au fameux Franck via une célèbre agence de transfert de fonds. Les sommes sont retirées dans des agences locales. Il y en a à chaque coin de rue à Abidjan. Selon le site internet de la société, il faudrait présenter une carte d'identité pour pouvoir récupérer l'argent. Firmin affirme le contraire et propose de nous le prouver. De France, nous avons envoyé un mandat de 50 €. Le bénéficiaire s'appellera Patrick Dupont. Nous ne possédons pas de pièce d'identité à son nom. Il devrait donc être impossible de récupérer l'argent. Et pourtant, ce serait simple comme un coup de fil pour Firmin. Il y a un petit sou qui est venu, un petit code, quoi. Tu peux retirer ça pour moi, ça pourra me dépanner, quoi. C'est qui cette personne? C'est le contact. Voilà. Et lui, il fait quoi dans la vie? Il travaille pour Western Union? Voilà, il travaille au sein d'une agence de Western Union. Quelques minutes plus tard, il a rendez-vous avec son contact pour récupérer l'argent. L'homme prend en moyenne 30% de la somme qu'il retire illégalement. L'année dernière, les arnaques à l'amour comme celle de Firmin auraient rapporté 3,6 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire, soit 5,5 millions d'euros. Pas étonnant donc que les brouteurs de Stéphane fassent encore de nombreuses victimes. Margot, une célibataire de 42 ans, a bien failli se faire avoir. Pendant plusieurs mois, elle a dialogué avec un faux Stéphane, mais elle a très vite compris l'arnaque. Contre toute attente, elle a alors cherché à prendre contact avec le vrai. Tous les deux ont réalisé qu'ils n'habitaient pas loin l'un de l'autre. Alors depuis,
Margot aide Stéphane dans sa traque au faux profil. Bon alors, du nouveau? Mais elle manque pas. Vas-y. Elle manque pas. Montre ça. Tu veux que je te fasse voir? Ouais. Tu te reconnais? Elle a réuni sur Internet 5 hommes qui utilisent les photos de Stéphane pour séduire des femmes. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va nous montrer que les escrocs ne se contentent pas d'utiliser des photos. Ils possèdent aussi des vidéos intimes de Stéphane. Ces vidéos, elles viennent d'il y a 1 an et demi, quand j'avais fait connaissance de cette femme russe. C'était des vidéos privées, quoi. En fait, je me doutais pas que derrière, c'était des blagues de Côte d'Ivoire qui étaient en train d'enregistrer ma webcam. C'est avec ces mêmes vidéos que Margot a failli se faire piéger il y a quelques mois. Elles ont toutes la même particularité, elles n'ont pas de son. Car évidemment, tout échange en direct est impossible. C'est d'ailleurs ce détail qui a alerté Margot. C'est comme ça que ça m'avait fait tilt au début. J'ai vu pas de son, jamais de son. Il me dit problème d'internet, tout ça, jamais, jamais. Et comme il parlait, il y avait quand même des phrases qui n'étaient pas français. Ce sont ces détails qui ont permis à Margot de détecter l'arnaque. Mais ce soir, de l'autre côté de la webcam, l'escroc croit avoir trouvé une nouvelle proie. Il sort alors son arme ultime pour la séduire, une vidéo où l'on voit les enfants de Stéphane. Et ils emploient des prénoms. L'un c'est Luc et Justine. Pour le père de famille, la situation est insupportable. Ça m'énerve. J'aimerais passer à travers la webcam, lui faire manger. Les deux amis décident de prendre les brouteurs à leur propre jeu. Ce soir, c'est à leur tour de les surprendre. Que tu es un faux profil. Puisque j'ai le vrai à côté de moi. Car le vrai est avec moi. Est avec moi. Vas-y, on est avec toi. En s'installant devant la webcam, Stéphane espère une prise de conscience du brouteur. Et en effet, celui-ci ne va pas tarder à réagir. Je suis un petit de 13 ans. Oh. C'est grâce à ça je me nourris. Oui, mais... L'escroc passe aux aveux, tente de susciter la compassion et dit vouloir s'excuser en face à face via la webcam. Mais cette fois, Stéphane ne se fera pas avoir. Il connaît désormais très bien la psychologie des brouteurs. Voilà, il veut que je discute avec lui en caméra pour soi-disant s'excuser, puis derrière il enregistre ma caméra, ma webcam. Comme ça fait une webcam un peu plus récente que personne n'a. Face à ces escrocs qui ne reculent devant rien, impossible pour Stéphane de sortir de cet engrenage. Il y a quelques jours, il a repéré un faux profil avec son nom et son prénom. C'en est trop pour Stéphane. Ce matin, il décide de porter plainte pour usurpation d'identité numérique. Mais les gendarmes vont simplement lui expliquer que si son affaire sort du territoire français, elle aura vraisemblablement peu de chances d'aboutir. Un discours pas très encourageant pour Stéphane. Pourtant, aujourd'hui, il existe des unités spécialisées en cybercriminalité. Mais que peuvent-elles faire face à une telle situation? Internet est un puits sans fond, où les profils se multiplient à une allure folle. Facebook compterait aujourd'hui 83 millions de faux comptes. C'est une cause perdue, faut le dire. Tant qu'ils n'auront pas trouvé un système d'enrayer tout ça, ça continuera et les photos, comme ils disent, en arrêtent un, derrière il y en a 3, ça ne pourra jamais s'arrêter. À cause d'un faux pas sur Internet, la vie de Stéphane est à jamais entre les mains des brouteurs. Mais les réseaux sociaux ne sont pas les seuls à avoir bouleversé notre quotidien numérique. Il y a 7 ans, un appareil révolutionnaire a fait son entrée dans nos vies. Le smartphone. Il est devenu notre compagnon de poche. 24 millions de Français en possèdent un. Rendez-vous, contacts, messages privés, photos personnelles, numéros de compte bancaire. Nous confions à notre téléphone beaucoup de secrets. Pourtant, notre meilleur ami numérique possède aussi un micro, une caméra et il nous géolocalise en permanence.
Il peut ainsi se transformer en véritable mouchard. À l'abri des regards, nous avons rendez-vous avec un apprenti espion, persuadé que sa compagne le trompe. Pour en avoir le cœur net, il a caché une application dans son téléphone. Il peut ainsi en consulter le contenu et la suivre à la trace. Là, je sais que là, elle se dirige vers un centre commercial où justement on a l'habitude de faire les courses. Là, on voit, elle est sur le boulevard Murat. Cela fait 6 ans que Nicolas espionne ainsi sa compagne, en toute illégalité, car elle ne se doute de rien. Même si j'ai raté quelque chose, il suffit que je me connecte et puis je peux avoir accès à l'enregistrement des communications qu'elle fait. J'appuie, hop. Allô Sylvie? Ah salut, ça va? Oui, et toi? Bah là ce matin j'ai bossé et là je bois l'apéro avec mon petit peignoir parce que j'avais froid en chemise de nuit. Pour 300 € par an, Nicolas a accès à la totalité des options. Il reçoit en temps réel, sur son propre téléphone, tous les SMS et tous les appels de sa compagne. Nicolas n'a jamais rien découvert de compromettant. Pourtant, au mépris de sa vie privée, il continue de la surveiller, car il est devenu accro. Au jour d'aujourd'hui, je pourrais même pas m'en passer de ce genre de logiciel. Il y a peut-être une dépendance comme une drogue, mais elle me fait du bien. Une dépendance que Nicolas pourrait payer très cher. Installer un logiciel espion sans l'accord de la personne est un délit passible d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende. La commercialisation de ce type de logiciel est interdite en France, mais Internet se moque des frontières. Il suffit de se rendre en Belgique, à seulement 15 km de la France, pour rencontrer un vendeur. Hans Hermann s'est lancé dans ce business il y a 4 ans. Et il emploie désormais 6 salariés, preuve que les affaires marchent plutôt bien. Ses clients passent commande par mail pour recevoir le logiciel. Mais s'ils paient 90 € de plus, ils peuvent se faire envoyer des téléphones neufs déjà piégés et reconditionnés. Là, bien sûr, on va donc éviter qu'il y a toute trace de doigt. D'accord ? On va bien remettre ça. Il faut que l'opération soit totalement invisible pour ne pas éveiller les soupçons de la cible. On remet dans sa boîte. Il est prêt à être envoyé au client. Les gens, ils vont donc offrir ce genre de téléphone à des gens qui veulent surveiller. Ça, c'est pour Marianne. Donc, voilà une femme. Donc, c'est prêt. J'attends son coup de feu pour que j'envoie. Hans Hermann ne nous dira pas un mot sur ses chiffres de vente. L'homme, qui a monté un business avec le secret des autres, tient à garder les siens. Véritable point d'entrée sur notre vie privée, le smartphone attise toutes les convoitises, et pas seulement celle d'un mari jaloux. Les cybercriminels s'intéressent eux aussi de très près à ce petit appareil que personne ne pense à protéger. Nous sommes en Mayenne, à Laval. Dans cette école d'ingénieurs, certains élèves ne se contentent pas de suivre des cours. Au fond d'un couloir, une porte cache un laboratoire ultra secret. Seules quelques personnes ont l'autorisation d'y pénétrer. C'est un professeur pas comme les autres qui nous en autorise l'accès. Éric Filiol est un ancien des services secrets, expert en virus informatique. Bonsoir les jeunes. Il a choisi ses 3 meilleurs étudiants pour réaliser des travaux pratiques très particuliers. Le piratage de smartphones. Thibaut, Dorian et Valentin sont des surdoués du clavier. Ils ont seulement une vingtaine d'années et sont déjà habilités confidentielle défense. Pour eux, les mots de passe de nos téléphones ne sont qu'une formalité. On peut voir qu'il y a un mot de passe. Je vais tout simplement lancer mon programme. Je vais utiliser un outil qu'on peut trouver en fait sur Internet. Et en lançant plusieurs commandes à la suite, je vais tout simplement supprimer le mot de passe. Voilà.
Donc, le téléphone redémarre, il n'y a plus de mot de passe. J'ai directement accès au téléphone. Ça a l'air très facile. C'est extrêmement simple. Ça prend 10 secondes. C'est vraiment très très rapide. Dorian peut même aller plus loin et télécharger le contenu du smartphone sur son ordinateur en quelques secondes. On peut retrouver absolument tous les messages, toutes les conversations que la personne a eues avec tous ses contacts. Aujourd'hui, on va retrouver beaucoup plus de données sur un smartphone que sur un ordinateur. Et toutes ces données sont la plupart du temps non chiffrées. Donc il suffit de voler le téléphone ou d'avoir accès quelques minutes à ce téléphone et on va pouvoir tout récupérer et tout analyser. Et toutes ces informations restent dans notre téléphone bien plus longtemps qu'on pourrait le penser. Le succès des smartphones et la course au modèle dernier cri a créé une nouvelle tendance. La revente des vieux téléphones. 15% des appareils achetés sont des modèles d'occasion. Avec la complicité d'Éric Filliol et de ses étudiants, nous décidons de réaliser une expérience. Nous achetons un de ces appareils sur un site internet de petites annonces et nous le faisons examiner par Thibaut. On voit bien qu'il n'y a rien. Pas de message, pas de contact, pas de photo. Donc, a priori, le téléphone est vide. Mais Thibaut va nous montrer que les apparences sont trompeuses. On va utiliser un logiciel de récupération de données effacées. Il est disponible gratuitement sur Internet, comme ce qu'ont les spécialistes qui récupèrent les photos effacées d'un appareil photo ou les disques durs endommagés. Donc je vais le lancer. Instantanément, le logiciel trouve des traces de l'ancien propriétaire du téléphone. Ça évolue au fur et à mesure. En fait, Thibaut est en train d'accéder à une partie du téléphone invisible pour les utilisateurs, la mémoire. À la fin de l'opération, le logiciel a récupéré plus de 48 000 fichiers. On a des photos qui, vraisemblablement, sont des photos personnelles, qui ont été prises par l'utilisateur. Là, on a des portraits. On retrouve souvent les photos des mêmes personnes, toujours en couple. Ça fait limite photo de mariage. Sans en avoir conscience, l'ancien propriétaire a rempli son téléphone d'informations confidentielles. Il est allé jusqu'à y mettre sa vie intime et des photos embarrassantes. Ah bah c'est simple, on a toute sa vie. Privée, professionnelle, on a tout. On peut reconstituer ce qu'il a fait, où est-ce qu'il est passé. On peut recouper ça avec des informations qu'on trouverait sur Internet. Qu'est-ce qu'il a fait comme études, quel réseau il fréquente, etc. Pour avoir vraiment le profil de cette personne. Puis après, oui, là, vu les photos qu'on a, oui, il y a moyen de le faire chanter, sûrement. Tous nos smartphones contiennent ainsi de véritables portes ouvertes sur nos vies privées. Selon l'expert Éric Filliol, elles sont placées par les fabricants par nécessité. Quand vous avez une affaire de pédophilie, quand vous avez une affaire de viol, j'ai eu à travailler il y a quelques années sur des affaires de viol où les gens s'étaient filmés. Bon. Donc là, on comprend, on se dit, bah, chouette, au moins ça permet l'action de l'État et ça permet de lutter contre si vous voulez, les acteurs les plus nauséabonds de la société. En revanche, ça pose un énorme problème en cas de mauvaise pratique. Il faut vraiment que les gens reviennent à cette conception qu'on ne peut pas tout dire sur un téléphone quand on n'a pas la certitude qu'il faut sécuriser. Éric Filliol et son équipe ont développé un smartphone entièrement sécurisé. Pour 550 €, il protège intégralement notre vie privée. Les données effacées sont cryptées et l'appareil se bloque dès qu'on essaie de forcer le mot de passe. Mais l'intrusion dans notre vie privée ne se limite pas à notre smartphone. Aujourd'hui, toute notre intimité est numérisée. Tous les jours, nous remplissons des formulaires en ligne, pour des achats sur Internet par exemple. Nous dévoilons des informations très personnelles. Numéro de téléphone, adresse, date de naissance et surtout, nos coordonnées de carte bancaire. Le sigle HTTPS et le petit cadenas sont censés nous garantir une confidentialité totale. Pourtant, au cours de notre enquête, plusieurs experts nous ont affirmé que les barrières de sécurité des sites web pouvaient être cassées en quelques clics. Personne n'a voulu nous en faire la démonstration, car la législation française interdit de révéler au grand public les failles d'un site internet. C'est un délit passible de 3 ans d'emprisonnement. Un seul homme a accepté de prendre ce risque.
Mohamed Boumediane est un expert en sécurité informatique. Il a développé un outil capable de s'introduire dans n'importe quel site internet. C'est un outil qui va se comporter comme un pirate informatique. Donc il va essayer de trouver toutes les failles et les défauts de sécurité et ça va s'arrêter là. Ça ne va pas jusqu'à l'exploiter. Il va alerter le propriétaire du site web, il va l'aider à corriger ses failles de sécurité. Avec son outil, Mohamed va tenter de s'introduire chez un très grand site web marchand français. Le rapport il est en cours, donc on le voit, l'état. On est presque à 80% sûr qu'on va trouver des failles de sécurité. Ça, après, c'est juste question de temps. Et effectivement, quelques clics plus tard, il a détecté 41 façons de pirater et d'accéder aux fichiers sensibles. 41 failles qualifiées d'extrêmement critiques, car elles permettent la récupération de données sensibles. Et ces données sensibles, c'est tout ce qui concerne la vie privée des clients. Et là, on arrive sur le site marchand avec des données personnelles. Là, on a le nom, on a l'adresse, on a le numéro de téléphone, on a l'adresse mail et on a même le mot de passe, qui sont normalement censés être confidentiels et dans un lieu sûr. Manifestement, ce n'est pas le cas pour ce site marchand. L'expert va même pousser la démonstration plus loin en se servant du mot de passe trouvé dans l'espace personnel d'un client. Avec un petit peu de chance, c'est peut-être le même mot de passe que cette personne utilise, y compris pour sa messagerie. Donc on copie-colle, tac, copier. On va rentrer l'adresse mail de la personne. On va copier-coller son mot de passe. Comme la majorité des internautes, ce client utilise partout le même mot de passe. Il devient alors le sésame pour accéder à sa boîte mail et consulter tous les fichiers qui s'y trouvent. Des factures de téléphone, par exemple. En plus, on a accès à la facture détaillée sur Internet. Donc on a tous les numéros que cette personne a appelés. Voilà. Plus loin, Mohamed va trouver un RIB. Tous ces documents personnels pourraient être très utiles à un pirate informatique. Je peux usurper une identité et aller ouvrir un compte bancaire au nom de monsieur ou de madame. C'est vraiment très très grave, mais c'est à l'image des sites français aujourd'hui. L'expert vient de nous prouver que nos informations personnelles ne sont pas en sécurité sur Internet. Régulièrement, des vols de données numériques font l'actualité. En janvier dernier, un opérateur télécom a été victime d'un piratage sans précédent en France. 800 000 comptes clients sont tombés dans les mains de cybercriminels. Dans des situations comme celle-ci, la menace la plus sérieuse est la récupération des adresses mail. Une donnée très précieuse pour les pirates informatiques, car elle permet la réalisation de l'escroquerie la plus rentable d'Internet. Une escroquerie qui fait 3000 victimes par jour en France. Le phishing. Alexandre est un commercial de 35 ans. Il y a plusieurs mois, il a eu la mauvaise surprise de découvrir dans sa boîte mail des confirmations d'achat en ligne. Donc ça me stipule que j'ai eu 9 débits en livres sterling, pour un équivalent d'environ 700 €, sur un site lequel on ne sait pas. Tous ces achats ont été faits en même pas 15 minutes de temps, ces 9 transactions. Le problème, c'est qu'Alexandre n'a jamais effectué ses achats. Ils lui sont pourtant bien débités de son compte bancaire. Très vite, il fait le lien avec un étrange mail qu'il a reçu quelques heures plus tôt. Donc avec l'entête de ma banque, munissez-vous de votre carte et cliquez ici. Sur le coup, oui, j'ai cliqué, donc ça m'a amené sur un faux site. J'ai effectivement rentré mon identifiant et mon mot de passe. Et à partir de ce moment-là, rien ne se passe. Alexandre se rend à l'évidence. Il a été victime de phishing. Cette technique de piratage consiste à piéger les internautes par le biais d'un email semblant provenir d'une entreprise de confiance. Une banque, par exemple, un opérateur téléphonique ou encore le service des impôts français où le pirate fait croire à un remboursement. Le mail envoyé
reprend point par point l'identité visuelle de l'établissement officiel. Mais lorsque l'on clique, le site qui s'affiche est contrôlé par les pirates. La supercherie leur permet de récupérer nos coordonnées, nos identifiants et nos mots de passe. Objectif, prendre la main sur notre compte en banque. L'arnaque est redoutablement efficace et lorsqu'on s'en rend compte comme Alexandre, on s'en veut terriblement. Et c'est après qu'on voit les fautes de votre carte avec un S. J'aurais dû le voir et puis c'est des choses dont on entend souvent parler en ce moment. Alexandre n'a pas un gros salaire. Ce cambriolage numérique l'a mis dans le rouge pendant plusieurs mois. Et lorsqu'il demande un remboursement à sa banque, celle-ci refuse catégoriquement. C'est toutes les réponses, 1, 2, 3 refus qui stipulent que je suis l'unique fautif. Il est indéniable que j'ai commis une négligence dans la garde et la conservation de mes données personnelles. Et voilà, il s'appuie là-dessus pour dire que c'est uniquement de ma faute et qu'il n'y a pas lieu au remboursement. De victime de phishing, Alexandre devient coupable d'avoir communiqué ces informations. Il voudrait aussi remonter la trace de ces mystérieuses sommes qui ont été prélevées sur son compte et pour lesquelles il n'a pas d'informations. Il a déjà sollicité sa banque à ce sujet, mais n'a obtenu aucune réponse. Aujourd'hui, il va refaire la demande dans son agence bancaire, qui n'a pas souhaité nous recevoir. On a fait la demande et personne n'a jamais pu nous dire à qui avaient été attribués tous les paiements. Il vous est possible de lancer une recherche ou pas? Si le service carte ne l'a pas trouvé, nous on ne pourra pas le trouver. Après, je ne sais pas s'ils l'ont trouvé ou pas, c'est que j'ai jamais eu de réponse, tout simplement. À qui je peux m'adresser à ce moment-là? Je ne sais pas. Une banque à l'attitude plutôt désinvolte et qui n'entamera aucune procédure tant qu'Alexandre n'aura pas porté plainte. Et c'est là qu'il y a encore plus étonnant. Alexandre nous affirme que la gendarmerie a refusé de prendre sa plainte. À la place, il a reçu ce document, un simple récépissé. C'est une espèce de main courante, un polycopié. Je n'ai que ça. Mon nom, ma date de naissance, mon adresse, mon numéro de compte, la date. Je n'ai que ça. Il n'y a aucune précision sur les faits, sur tout ce qui s'est passé. Donc je ne peux pas utiliser ça pour mener les investigations qui me sont nécessaires à prouver que je n'y suis pour rien. Mais pourquoi les gendarmes refusent-ils de prendre la plainte d'Alexandre? L'explication se trouve dans ce document à diffusion restreinte que nous nous sommes procurés. Il est daté de septembre 2011 et émane du ministère de l'Intérieur. On y découvre qu'en cas d'usage frauduleux de cartes bancaires, les officiers sont encouragés à ne pas orienter les victimes vers un dépôt de plainte sous prétexte que leur indemnisation n'y est pas soumise. À la place, il est conseillé de leur donner un récépissé de déclaration. C'est exactement ce qu'Alexandre a obtenu à la gendarmerie. Ce document n'a pas de réelle valeur, mais il a un gros avantage. Il n'apparaît pas dans les chiffres officiels de la délinquance. Ainsi, entre 2011, l'année des consignes du ministère, et 2012, les chiffres des fraudes à la carte bancaire ont curieusement baissé. Ils sont passés de 37 740 à 33 536. Mais une plainte sur deux ne serait pas enregistrée. Un véritable scandale, bien pratique pour faire baisser les chiffres, mais plutôt décourageant pour les victimes comme Alexandre. Nous avons décidé de remonter la filière de ces cyberescroqueries pour découvrir qui se cache derrière ces emails frauduleux. Selon nos informations, la Roumanie serait aujourd'hui la plaque tournante mondiale de la cyberescroquerie, particulièrement du phishing. Ce pays d'Europe de l'Est se relève à peine de 35 années de communisme, mais les apparences sont trompeuses. Une ville du pays serait même surnommée Hackerville par le FBI. Elle se trouve à 200 km de la capitale Bucarest, au cœur des Carpates. Voici Râmnicu Vălcea,
Une commune a priori modeste. 20% de la population serait au chômage. Cela dit, il suffit de s'arrêter quelques instants à un carrefour de la ville pour constater une anomalie. Et c'est Andrei, un journaliste roumain, qui va nous ouvrir les yeux. On pourrait faire une expérience ici. Si on attend 5 minutes, on peut observer pas mal de voitures de luxe. 1, 2, 3. En fait, des dizaines de grosses cylindrées de luxe défilent devant nous. Valeur estimée entre 30 et 80 000 euros. Plus de 15 ans de salaire. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec moins de 300 euros par mois. À mon avis, la plupart de ceux qui conduisent ces voitures de luxe, il est fort possible que l'argent provienne d'escroqueries. Même s'ils aiment parader dans de belles voitures, les escrocs du net ne sont pas du genre à s'exprimer sur leur business. Il nous a fallu plusieurs jours pour entrer en contact avec l'un d'entre eux. Le rendez-vous est fixé à l'abri des regards, dans une chambre d'hôtel. Bonjour. On peut rentrer? L'homme d'une trentaine d'années est d'apparence plutôt simple. J'envoie de faux mails de sites de vente aux enchères ou de banques. C'est un ami à moi qui parle plusieurs langues, qui fabrique les fausses pages. Ensuite, je récupère l'argent, soit par Western Union, soit via des comptes bancaires. Sa spécialité, ce serait le phishing. Les faux mails de banque, comme celui qu'a reçu Alexandre, viendraient donc de Roumanie. Voilà pourquoi les courriels sont truffés de fautes d'orthographe ou présentent une syntaxe plutôt approximative. Moi, je m'occupe d'envoyer les mails. Ensuite, je suis chargé d'aller retirer l'argent. Je garde 20% et le reste, je le reverse à notre chef. L'homme serait en fait une petite main de l'organisation. Il y a aussi celui qui fabrique les logiciels et les faux mails, celui qui les traduit dans la bonne langue, ou presque, et leur chef, qui empoche la majorité des gains. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est la pauvreté en Roumanie. Il n'y a pas de travail. Si t'en cherches, c'est la seule solution. Je gagne beaucoup d'argent comme ça. C'est plus la peine d'aller travailler. Mon chef, il s'est acheté une belle voiture, une grande maison et même de l'or. Aujourd'hui, selon lui, une grande partie de la population locale profiterait de près ou de loin de l'argent généré par les cyberarnaques. Tout a commencé au début des années 2000. Un homme de la ville d'Alexandria, pas très loin d'ici, s'est rendu compte qu'il était possible de faire beaucoup d'argent sur Internet. Ensuite, pas mal de personnes se sont mises à faire la même chose dans les villes d'à côté. En 15 ans, Ramniko Valsea, Dragazani et Alexandria seraient devenus le triangle d'or des arnaques sur la toile. Plus d'1 milliard d'euros auraient été volés, principalement à des internautes d'Amérique du Nord. Alors, sous la pression de l'Europe et des États-Unis, les autorités ont été obligées de créer une brigade anti-cybercriminalité formée par le FBI. Dès 2006, une vague d'arrestations est lancée. Fin de partie pour certains hackers roumains. Police! Police! Personne ne bouge! Des centaines d'interpellations sont organisées dans toute la région. La police roumaine découvre une multitude de matériel informatique, des disques durs et des CD-ROM contenant des kits de phishing. Les autorités prennent alors conscience de l'ampleur des réseaux. Les hackers sont armés et possèdent de grosses sommes d'argent en liquide. Billets de banque et berlines de luxe sont saisis. La justice roumaine est particulièrement sévère avec les cyberescrocs. Beaucoup d'entre eux finissent derrière les barreaux. Et c'est en prison que nous allons comprendre pourquoi la plupart des escrocs du net se concentrent dans ce pays d'Europe de l'Est. L'établissement se trouve à 5 heures en voiture de Bucarest, dans la région de Vaslui, à la frontière moldave. C'est l'un des coins les plus isolés de Roumanie.
Nous avons rendez-vous avec Valentin. Il purge une peine de 5 ans de prison. Ne vous fiez pas aux apparences. Valentin est tombé pour fraude bancaire en bande organisée. Sa spécialité, c'est le skimming, le clonage de cartes de crédit. Il était chargé de fabriquer les faux boîtiers de distributeurs de billets. Son cursus scolaire l'aurait bien aidé. L'ancien régime communiste a énormément développé les recherches informatiques et Internet. Très vite, les Roumains se sont passionnés pour les nouvelles technologies. Ceausescu, l'ex-dictateur communiste, s'est inspiré de l'URSS. Il a particulièrement développé l'enseignement informatique. Dès le collège, les élèves peuvent choisir une spécialisation informatique. C'est le cas par exemple à Râmnicu Vâlcea, à Curville. Une fois que le rêve américain s'est effondré, les Roumains ont décidé de s'en sortir par leurs propres moyens. C'est probablement ça qui les a fait dévier vers la fraude informatique. Le hacking en Roumanie, c'est en fait l'histoire d'un cocktail explosif. La disparition du communisme, mélangée à un savoir-faire informatique, auquel on a ajouté une forte dose de pauvreté. Résultat, aujourd'hui 3 des plus importants hackers de la planète seraient roumains. Dans la communauté du hacking, il y a 2 catégories. Les black hats, comprenez chapeau noir, qui montent des escroqueries sur Internet, et les chapeaux blancs. Ils possèdent le même savoir-faire, mais se retrouvent de l'autre côté de l'échiquier. Eux mettent leurs connaissances au service de la sécurité informatique. C'est l'autre visage des hackers roumains, l'avenir du pays. Bucarest, la capitale. Il y a un an, Madeleine a créé une société au service des grandes compagnies internationales. Il s'introduit volontairement dans leur système de sécurité informatique pour identifier les failles. Pour ça, il a embauché des hackers, des vrais. Ils ont entre 22 et 36 ans et travaillent au rythme de musiques électroniques. Ambiance cyberattaque. Et ils sont payés pour ça. On essaie de hacker. On fait de la pénétration. C'est du vrai hacking en temps réel. Et vous faites ça tous les jours? Et toutes les nuits. Sa plus belle recrue, la voici. Il s'appelle TeenCode. Du haut de ses 22 ans, c'est un petit génie de l'informatique. Une star sur la toile. C'est la première fois qu'il s'exprime à la télévision française. J'ai hacké les sites d'IBM, Microsoft, Google, YouTube, Apple, la NASA, le Pentagone, l'armée américaine, la Royal Navy, Facebook, Oracle, MySQL. TeenCode est un autodidacte précoce. Dès l'âge de 15 ans, il s'est amusé à montrer que les sites les plus sensibles de la planète ne sont pas suffisamment sécurisés. Tout juste majeur, il faisait déjà trembler les plus grands de ce monde. La Royal Navy a été obligée de fermer son site internet suite à un piratage d'un hacker roumain connu sous le nom de TeenCode. Histoire de narguer les autorités, TeenCode publie la preuve de ses intrusions sur Internet, comme ici, sur le site de Facebook. Pour moi, c'était juste un challenge. Je ne me rendais pas vraiment compte du mal que je faisais. Je m'introduisais sur les sites, mais je ne modifiais rien à l'intérieur. Cela finit par exaspérer les autorités. Le FBI et la police roumaine s'occupent personnellement de son cas. Une personne sous le nom de TeenCode vient d'être arrêtée. À l'âge de 20 ans, TeenCode fait un séjour derrière les barreaux. 9 mois ferme. Dans le milieu du hacking, la casse-prison est un diplôme mention très bien. Alors à sa sortie, Madeleine lui a proposé un contrat. Il ne voulait pas le rater. C'est très important de travailler avec lui parce qu'il pense de la bonne manière. Il sait comment pensent les escrocs et il sait où regarder pour trouver les failles. On utilise des soldats pour se battre contre d'autres soldats. Dans cette société, les soldats fonctionnent par défi. TeenCode a 6 minutes, le temps de sa musique préférée, pour tenter de s'introduire dans un site de produits cosmétiques roumains. L'entreprise souhaite savoir si sa boutique en ligne est suffisamment sécurisée.
Voilà, ça c'est le site. Il scanne le système informatique à la recherche d'une faille pour s'introduire dans le site et modifier son contenu. Je crois qu'il y a une faille au niveau du logo. Ici, c'est la programmation du logo pas assez sécurisée qui lui servira de porte d'entrée. Ça y est, je suis dedans. J'ai trouvé la bonne page. Maintenant, je peux éditer n'importe quoi dans la base de données. En moins de 2 minutes, TinCode s'est introduit dans le serveur du site. Désormais, il est maître à bord et il va le faire savoir à son client, en laissant derrière lui une petite surprise. Je vais chercher un produit pour modifier le prix. Par exemple, celui-là, le premier. Modifier les prix, c'est la hantise des sites marchands en ligne. En quelques clics, ce produit va passer de 48 lei, la monnaie roumaine, à 28 lei, un vrai manque à gagner. On peut modifier le prix d'un produit qui coûte par exemple 5 000 € et l'acheter 1 000 €. Ça y est, j'ai fini. Aussi doués soient-ils, les soldats de Madeleine risquent aussi de se faire dépasser par les nouvelles technologies. Car aujourd'hui, la menace ne vient pas seulement des sites internet. Elle pourrait provenir directement de notre carte bancaire. Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais si vous avez renouvelé votre carte cette année, ce petit logo y figure probablement. Cela signifie qu'elle est équipée d'une toute nouvelle sorte de connexion sans fil, le NFC, pour Near Field Communication. Cette technologie permet entre autres d'effectuer des achats sans insérer notre carte dans le lecteur. Très pratique, le paiement sans contact se déploie à vitesse grand V en France, soutenu par des campagnes publicitaires. Moi aussi, je suis super rapide, regarde. Déjà 27 millions de cartes bancaires françaises seraient équipées du NFC. Mais comme toutes les innovations technologiques, ce nouveau moyen de paiement n'est peut-être pas sans risque. Il y a un homme qui s'en méfie tout particulièrement. Samuel est rédacteur en chef d'un magazine informatique. Il nous a donné rendez-vous dans le métro parisien. Il aurait des révélations à nous faire. Nous tournons en caméra discrète. Pendant plusieurs minutes, Samuel multiplie mystérieusement les va-et-vient dans la rame de métro. Là, j'ai fait un aller-retour de la rame en approchant mon sac ici de 10-15 cm des sacs des gens, des poches arrière des jeans, etc. À la station Châtelet-Les Halles, Samuel quitte le métro et sort de sa sacoche une tablette tactile. On va voir l'état de la moisson. En 14 minutes 50 secondes, on a eu 7 cartes de crédit dans le champ, sur le trajet simplement entre la Défense et Châtelet. On peut récupérer le numéro de la carte, on peut récupérer la date d'expiration, on peut récupérer tous les derniers achats qui ont été faits avec. Grâce à cette tablette, Samuel a en fait intercepté des cartes de crédit munies du système sans contact, sans jamais mettre la main dans le sac. Attention, les pickpockets peuvent être présents à bord de votre train. Nous vous invitons à veiller à vos effets personnels. Jouer les pickpockets 2.0 est bien évidemment illégal. Pour éviter toute poursuite judiciaire, Samuel s'est contenté de détecter la présence de cartes sans contact. L'expérience se poursuit à la rédaction de son journal, ambiance science-fiction, gadgets et jeux vidéo. Ce qu'il va nous montrer est nettement moins réjouissant. Ce sont toutes les informations de sa propre carte bancaire qu'il est capable de récupérer. Donc là, on voit qu'on a le nom du titulaire de la carte, le numéro de la carte, la date d'expiration, l'intégralité des paiements qui ont été effectués depuis le début du mois, ainsi que les retraits au distributeur. Ça permet d'établir un profil. Donc on sait que ce gars-là, il a une carte Visa Premier, donc une carte haut de gamme, mais qui malgré tout fait des achats qui ne sont pas extrêmement chers. Donc il y a fort à parier qu'il n'y a pas beaucoup d'argent sur son compte. Une carte particulièrement bavarde. Une seule information lui a visiblement échappé, le cryptogramme, les 3 derniers chiffres présents au dos, nécessaires pour effectuer des achats sur Internet. Mais ce n'est pas pour autant que ces informations n'ont aucune valeur, bien au contraire.
Et donc ces données-là, ensuite, il est possible de les revendre. Elles ont une valeur. Elles ont une valeur pour des criminels, pour les organisations criminelles qui vont les revendre et les exploiter. Les cybercriminels se sont appropriés un espace sur Internet. Un espace dont nous ignorons tout. Il s'agit du Darknet, la face sombre du web. Un Internet parallèle où l'on surfe en tout anonymat. Il permet de revendre et d'acheter des produits, tous plus illégaux les uns que les autres. Donc on a de la fausse monnaie, des cartes de crédit contrefaites, des armes, de la drogue, de la pédopornographie et autres joyeusetés illégales du même genre. Et dans ce supermarché de l'illégalité, il y a effectivement tout un rayon consacré à nos numéros de carte bancaire. Par exemple, ce site-là qui propose 2 types de cartes différentes. Tout d'abord, uniquement des numéros pour faire des achats donc, via Internet. Ces numéros-là correspondent exactement aux chiffres qu'on a obtenus tout à l'heure en récupérant les données d'une carte bancaire. Donc là, par exemple, c'est vendu combien, ça ? Alors, par exemple, c'est vendu 150 $ les 10 cartes. Enfin, les 10 numéros. Et à 15 $ la carte, le vendeur garantit la possibilité de dépenser entre 500 et 4000 $. Pour éviter d'être victime d'un pickpocket numérique, Samuel conseille d'utiliser un petit boîtier en aluminium, comme celui-ci. Donc, il suffit de glisser la carte dedans. Voilà. On met ça dans son sac, voire dans son portefeuille. Alors, si on met la carte derrière, il n'y a plus aucune détection. Ça permet de se protéger des tentatives d'intrusion à distance d'une carte de crédit. Face à ces révélations, nous avons voulu obtenir la réaction du groupement des cartes bancaires, plus précisément de son directeur de la sécurité, Pierre Chassigneux. Ça, il s'agit d'une séquence qu'on a réalisée dans le métro avec quelqu'un qui nous a dit qu'il existait une nouvelle génération de pickpocket, les pickpocket 2.0. Je vous laisse regarder. Devant nos images, il reste perplexe. Ces failles de sécurité sont prises très au sérieux par sa société. Il y a effectivement dans votre démonstration la liste des transactions. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'effectivement, une remarque nous avait été faite sur cette fonctionnalité. Toutes les nouvelles générations de cartes fabriquées depuis le mois de janvier 2013, là aussi, interdisent la lecture du log d'enregistrement des transactions via l'interface NFC. Sur les 27 millions de cartes en circulation, 1 million ne serait pas totalement sécurisé. Une goutte d'eau pour ce responsable. Le système carte bancaire, c'est 525 milliards d'euros de transactions. Et on a environ 360 millions d'euros de fraude. Ça fait 0,07%. Ça veut dire quoi? 7 centimes d'euros de fraude pour 100 € dépensés. Le risque zéro n'existe pas. Si malheureusement demain un porteur de carte est victime d'une fraude, il sera intégralement remboursé. Je crois que c'est